Tu ne fais plus partie de nous, m'a hurlé mon père. Il m'a claqué la porte au nez devant toute la famille. Je n'ai pas versé une larme. J'ai pris mon téléphone et j'ai signé l'acte de dissolution de notre empire familial. À l'aube, mon frère a appelé en panique. « Solange, qu'as-tu fait ?» J'ai souri. Cette histoire, c'est l'histoire de la fin d'une illusion, et du début de ma liberté. C'est l'histoire de comment j'ai cessé d'être leur banque pour enfin devenir moi-même. Avant de plonger dans les détails de cette semaine qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que nous pouvons partager ces histoires à travers le monde. Tout a commencé un mardi soir. Le ciel de Lyon s'assombrissait, passant du bleu profond au velours noir, parsemé des lumières de la ville. J'étais dans mon bureau, au dernier étage de l'immeuble que ma société occupait. Le silence était mon seul compagnon, un silence lourd de fatigue après une journée de réunions interminables. Sur mon écran, une photo de famille souriait, prise l'été dernier. Mon père, Gérard, fier et droit. Ma mère, Martine, avec son sourire doux et absent. Mon petit frère, Romain, l'éternel étudiant, et moi, Solange, un peu en retrait, comme toujours. Une illusion parfaite. Je la regardais, un pincement au cœur, une nostalgie pour quelque chose qui, je le savais au fond, n'avait jamais vraiment existé. Le téléphone a vibré, affichant le nom de Romain. J'ai soupiré. Un appel de Romain à cette heure-ci ne signifiait jamais de bonnes nouvelles. C'était toujours une urgence, un besoin, une demande voilée sous des dehors de panique. J'ai décroché. Solange. Sa voix était haletante, chargée d'une angoisse presque théâtrale. C'est maman, elle est à l'hôpital. Mon cœur s'est serré. Malgré tout, c'était ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Dans quel hôpital est-elle? C'est son cœur, Solange. Les médecins disent qu'il faut opérer d'urgence. Mais, il y a un problème. L'assurance ne couvre pas tout. Il manque une somme énorme. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Elle n'arrête pas de demander après toi, Solange. Elle dit ton nom. Elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir été plus présente pour toi. Ce fut le coup de grâce. La manipulation. Il ne se contentait pas de demander de l'argent, il utilisait l'amour et la culpabilité comme des armes. Une partie de moi, la petite fille qui avait toujours cherché l'approbation de sa mère, a vacillé. Je me suis revue, enfant, lui apportant des dessins qu'elle regardait à peine, trop occupée à admirer les exploits de son fils. Je vais faire le virement, ai-je commencé à dire, la voix tremblante. Mais je serai là demain matin, à la première heure. Dis-moi juste le nom de l'hôpital. Un silence. Puis la voix de Romain est devenue nerveuse, précipitée. Non. Non, ne viens pas. Les médecins, ils ont dit qu'elle avait besoin de repos absolu. Pas de visite. C'est très strict. Le doute, froid et familier, s'est insinué en moi. C'était trop. Trop de drame, trop d'incohérence. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. J'ai composé le numéro de mon assistante, Isabelle, une femme d'une loyauté et d'une efficacité redoutables. Isabelle, pardon de vous déranger si tard. J'ai une mission étrange pour vous. Pouvez-vous vérifier si Romain est bien à Lyon? Regardez les réseaux sociaux, ses amis, n'importe quoi. C'est une urgence familiale. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. Solange? Romain n'est pas à Lyon. Un de ses amis vient de poster une story sur Instagram. Ils sont tous dans un grand restaurant à Paris, le ciel de Paris. Ils fêtent quelque chose. Et, votre mère est à la maison. J'ai appelé le fixe, elle a répondu. Elle allait très bien. Le téléphone est tombé de ma main, atterrissant sans bruit sur la moquette épaisse. Un froid glacial m'a envahi, partant de ma poitrine pour se répandre dans tout mon corps. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même plus de la colère. C'était le son clair et net de quelque chose qui se brisait en moi pour toujours. J'ai ramassé le téléphone, mes mains ne tremblaient plus. J'ai envoyé un simple message à Romain.
le ciel de Paris, c'est bien? Tu as besoin que je t'envoie de quoi payer le pourboire? 10 minutes de silence. Puis une notification. Ce n'était pas Romain. C'était mon père. 6 mots, écrits en majuscules, comme une sentence. Tu as humilié ton frère. Tu ne fais plus partie de nous. Ne pense même pas à revenir ici. La vibration du téléphone a cessé, mais un tremblement a commencé en moi. Ce n'était pas la fin de ma famille. C'était la fin de l'illusion que j'en avais une. Et la femme qui a ramassé ce téléphone n'était plus la même que celle qui l'avait laissé tomber. Cette nuit-là, le sommeil ne m'a pas visitée. J'étais assise dans le salon de notre appartement, une tasse de thé refroidissant entre mes mains. La ville de Lyon dormait sous un voile de brume, mais mon esprit, lui, était d'une clarté effrayante. Chaque mensonge, chaque sacrifice, chaque humiliation subie au fil des 30 dernières années défilait devant mes yeux. Les études de Romain financées sans un merci. L'entreprise chancelante de mon père renflouée dans le plus grand secret. Les caprices de ma mère satisfaits sans jamais poser de questions. J'avais été leur plan de sauvetage, leur filet de sécurité, leur banque inépuisable. Et pour une seule fois où j'avais osé douter, j'étais bannie. Mon mari, Philippe, s'est assis à côté de moi, posant sa main sur la mienne. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il n'a pas dit « il ne te mérite pas ». Il a simplement dit « tu leur as donné 30 ans, Solange. 30 ans de ta vie, de ton énergie, de ton argent. Ce soir, donne-toi juste une chose, la permission d'être en paix. » Ces mots ont été le déclic final. La paix. Un concept qui m'était devenu étranger. Le lendemain matin, je ne me suis pas dirigée vers mon bureau. Ma première destination fut une banque, dans le quartier de la Presqu'île. Pas ma banque professionnelle, mais une petite agence discrète où je louais un coffre-fort depuis près de 10 ans. La clé froide dans ma main, j'ai suivi l'employé dans la salle des coffres. Le silence était monacal. Il a ouvert la grille, m'a laissé seule. J'ai inséré ma clé, tourné la serrure. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni liasse de billets. Il y avait une simple boîte en bois. Mon plan B. Mon arche de Noé en cas de déluge familial. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, tout était méticuleusement classé, copie de tous les virements, reconnaissance de dettes que je leur avais fait signer, pour la forme, les statuts de la société de mon père montrant que j'étais la garante principale, les documents prouvant que le fonds de dotation de ma mère était en réalité mon compte personnel. Il y avait aussi tous les mots de passe, les accès, les codes. J'avais construit leur monde. J'en détenais toutes les clés. J'avais préparé ce plan non par méchanceté, mais par instinct de survie, après une dispute particulièrement violente des années auparavant, où mon père m'avait crié que sans lui, je ne serais rien. Ce jour-là, j'avais compris que je devais me protéger. Avec la boîte en bois sur le siège passager, j'ai roulé vers la maison de mon enfance, dans un quartier cossu de la banlieue lyonnaise. Je n'avais pas de plan précis, juste le besoin viscéral de clore ce chapitre. Ils étaient tous là, comme s'ils m'attendaient pour le jugement final. Mon père, le visage fermé, les bras croisés. Ma mère, détournant le regard, s'affairant avec des tasses de thé imaginaires. Et Romain, debout derrière son père, un sourire narquois aux lèvres. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» a aboyé mon père, avant même que je n'aie pu dire un mot. « Je suis venu te dire que tu as gagné », ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. « Gagner quoi ? » Ta liberté. Et la mienne. J'ai essayé d'avancer, de parler à ma mère, mais il m'a barré le passage. J'ai dit que tu ne faisais plus partie de nous. Tu es sourde ? Tu n'es qu'une déception, une fille égoïste qui a renié sa famille pour de l'argent. Le monde s'est inversé. Moi, égoïste ? Romain a ricané. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot étouffé. C'est ça, ton dernier mot ? Ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Mon dernier mot, c'est « dégage ». Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Et puis, il a fait ce geste qui a tout scellé. Il a attrapé la porte et l'a claquée violemment, si fort que les vitres ont tremblé. Le bruit sec a résonné dans la rue silencieuse. Je suis restée là, sur le perron, le souffle coupé. Pas par la douleur,
mais par la clarté soudaine de la situation. J'ai regardé la porte en chêne massif. Derrière, il y avait 30 ans de ma vie. 30 ans de sacrifice. J'ai posé la boîte en bois sur le paillasson. J'ai frappé doucement dessus avec mes doigts. Dans cette boîte, ai-je dit, assez fort pour qu'ils entendent à travers le bois, il y a toutes les ficelles qui maintiennent votre petit monde en place. Vous venez de couper la dernière qui vous reliait à moi. Puis je me suis retournée, sans un regard en arrière, et je suis partie. En m'éloignant de cette porte claquée, je ne fuyais pas. Je marchais vers ma liberté. Il pensait m'avoir enfermé dehors, mais en réalité, il s'était barricadé à l'intérieur d'une prison dont je venais de jeter la clé. Le trajet du retour vers le centre de Lyon s'est fait dans un brouillard étrange. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse. Juste un vide immense, et une détermination froide, chirurgicale. Ils m'avaient traité comme une transaction. Très bien. J'allais leur montrer ce que signifiait vraiment de conclure un marché. Avant de vous raconter la suite, j'ai une question pour vous. Face à une telle injustice, une telle trahison de la part de sa propre famille, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous tourné la page en silence? Ou auriez-vous, comme moi, décidé que le temps de la gentillesse était révolu? Dites-le-moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent vraiment. Le reste de la journée s'est déroulé comme une opération militaire. Mon premier appel fut pour mon avocate, maître Valérie Dubois, une femme brillante et impitoyable que j'avais engagée des années auparavant pour gérer les affaires de ma société. Je lui ai tout raconté, sans omettre un détail. À la fin de mon récit, il y eut un long-silence. Solange, dit-elle finalement, sa voix dénuée de tout jugement, nous allons procéder avec méthode. Proprement. Légalement. Mais nous allons être implacables. Qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Tout couper, Valérie. Absolument tout. Je veux qu'il ressente ce que c'est que de ne plus avoir de filet. La première mesure fut simple, presque enfantine. J'ai appelé la banque qui gérait la carte de crédit illimitée de Romain. Une carte à mon nom, bien sûr. J'ai demandé l'annulation immédiate pour perte et suspicion de fraude. L'opérateur a confirmé. Clic, la première ficelle était coupée. Ensuite, Valérie a préparé et envoyé par coursier une notification officielle à la banque qui gérait le prêt de l'entreprise de mon père. La notification stipulait que, conformément aux clauses du contrat, je retirais ma garantie personnelle. Sans ma garantie, l'entreprise, déjà fragile, devenait insolvable aux yeux de la banque. Le coursier est parti. Clic, une autre ficelle. J'ai passé le reste de la journée à démanteler, un par un, tous les systèmes de soutien que j'avais mis en place au fil des ans. Chaque virement automatique, chaque abonnement, chaque police d'assurance où il figurait comme bénéficiaire. C'était un travail méticuleux, presque apaisant. Je ne détruisais pas, je me libérais. Le samedi matin, le premier cri est arrivé. Mon téléphone a sonné à 8 heures. C'était Romain. Sa voix était un mélange de confusion et de fureur. Solange. Ma carte ne marche plus. J'ai essayé de payer le pressing, elle a été refusée. C'est la honte. Et le propriétaire de mon appartement vient de m'appeler, le virement du loyer n'est pas passé. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai laissé parler, hurler. J'ai attendu qu'il reprenne son souffle. Bonjour, Romain, ai-je dit, ma voix calme comme un lac gelé. Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles. D'après papa, je ne fais plus partie de la famille. Mes finances non plus, par conséquent. Mais le loyer. Mon appartement. Tu as 30 ans, mon cher frère. Il est grand temps que tu apprennes à payer tes propres factures. Considère cela comme la première leçon de ton MBA de la vie réelle. Elle est gratuite, profitant. Tu ne peux pas faire ça. Papa va te tuer, a-t-il crié. Je crois qu'il a déjà essayé, ai-je répondu avant de raccrocher. Je suis restée assise, le téléphone à la main. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, un plaisir cruel. Mais il n'y avait rien de tout ça. Juste le silence. Le silence d'une porte qui se ferme définitivement. Il a raccroché en me maudissant. Pauvre Romain. Il pensait que la colère de notre père était la pire chose qui pouvait lui arriver.
Il n'avait pas encore compris que ma froideur était bien plus dangereuse. Le week-end s'est écoulé dans un silence radio assourdissant. Pas un appel, pas un message. Je savais ce que cela signifiait. Ils se regroupaient, probablement convaincus que j'étais en train de faire un caprice, une crise de nerfs, et que j'allais bientôt revenir en rampant, pleine de remords et le chéquier à la main. Ils ne pouvaient pas imaginer un monde où je ne céderais pas. Cette arrogance serait leur perte. Le lundi matin, la tempête a vraiment éclaté. À 9h30, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je m'attendais à des cris, mais sa voix était tendue, contenue. Un mauvais signe. Solange, a-t-il commencé, sans aucune formule de politesse. La banque vient d'appeler. Ils suspendent la ligne de crédit de l'entreprise. Ils parlent de revoir les termes du prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, père, ai-je répondu, insistant sur le mot « père ». Cela veut dire exactement ce que tu as entendu. J'ai retiré ma garantie. L'entreprise doit maintenant prouver qu'elle peut tenir sur ses deux jambes. Un silence glacial. Puis, sa fureur a explosé, brute et incontrôlée. Tu crois que tu es qui, hein? Une petite femme qui joue dans la cour des grands? Tu oses me donner des leçons sur mon entreprise? L'entreprise que j'ai bâtie. Tu ne serais rien sans le nom de cette famille. Le mépris dans sa voix était palpable. Pour lui, j'étais toujours la petite fille, pas la femme d'affaires qui avait, dans les faits, maintenu son « empire » à flot pendant une décennie. Vraiment, père, ai-je rétorqué, un calme glacial s'emparant de moi. Alors voyons si ce nom si prestigieux suffira à payer les salaires de tes employés à la fin du mois. Et j'ai raccroché. Je n'allais plus jamais lui donner le pouvoir de me hurler dessus. À peine avais-je posé le téléphone qu'il a sonné de nouveau. Ma mère. Sa tactique était différente. Pas de colère, mais des larmes. Une avalanche de culpabilité. Solange, ma chérie. A-t-elle commencé, sa voix brisée par les sanglots. Ton père, il est dans tous ses états. Tu vas le rendre malade. Il n'a pas dormi de la nuit. Tu es en train de détruire cette famille. As-tu perdu tout sentiment? N'as-tu donc pas de cœur? Chaque mot était une flèche empoisonnée, conçue pour atteindre la cible de ma culpabilité. Pendant des années, cette technique avait fonctionné. Mais plus maintenant. La blessure était trop profonde, la cicatrice trop dure. Mère, ai-je répondu, ma voix douce mais ferme. J'ai passé des centaines de nuits sans dormir à cause des soucis de cette famille. J'ai porté le poids de vos erreurs, de vos dettes, de vos caprices. Je crois qu'il est juste que je puisse enfin dormir sur mes deux oreilles. Quant à mon cœur, il va très bien. Il a juste arrêté de pomper du sang pour des membres qui le rejetaient. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'était la conversation la plus difficile. Rejeter la colère de mon père était une chose. Rejeter la douleur feinte de ma mère en était une autre. C'était comme couper le cordon ombilical une seconde fois, mais cette fois-ci, c'est moi qui tenais les ciseaux. Je savais que ce n'était que le début. Il n'avait ressenti que les premières secousses. L'onde de choc principale n'avait pas encore frappé. Ils utilisaient leurs vieilles armes, l'intimidation, la manipulation émotionnelle sans comprendre que j'avais changé d'armure. Et ils ignoraient encore l'existence de mon arme secrète, celle que j'avais gardée en réserve pour la fin. Ils essayaient de m'atteindre avec la culpabilité et la peur, les deux outils qu'ils avaient utilisés pour me contrôler toute ma vie. Mais ils ne réalisaient pas que j'étais devenue immunisée. Le vrai séisme n'avait pas encore eu lieu. Dans leur panique croissante, ils ont commis l'erreur que j'attendais. L'erreur de ceux qui sont habitués à ce que tout leur soit dû, qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils ont sous-estimé non seulement ma détermination, mais aussi mon intelligence. C'est Romain, bien sûr, qui a été l'instrument de cette erreur. Poussé par mon père, aveuglé par sa propre arrogance, il a tenté de reprendre le contrôle par la force numérique. Mardi après-midi, j'ai reçu une alerte de sécurité sur mon ordinateur. Une alerte que je n'avais pas vue depuis des années. Tentative d'accès administrateur non autorisé sur le serveur Héritage. Héritage était le nom que j'avais donné au vieux serveur familial que j'avais mis en place il y a plus de 10 ans.
Il contenait tous les archives, les comptes, l'histoire numérique de notre famille et de nos affaires. Je l'avais depuis longtemps remplacé par des systèmes plus modernes et sécurisés pour mes propres activités, mais je l'avais laissé en ligne, comme une relique. Une relique piégée. Romain, avec la finesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, avait essayé d'utiliser d'anciens codes d'accès pour se connecter en tant qu'administrateur, et je le suppose, essayer de révoquer mes propres droits. Il pensait probablement qu'en quelques clics, il pourrait annuler les blocages de ses cartes et rétablir les lignes de crédit. Quelle naïveté! Sa tentative a échoué, bien sûr. Mais elle a fait plus que cela. Elle a déclenché un protocole de sécurité que j'avais conçu à l'époque, une sorte de testament numérique. Le système a automatiquement verrouillé tous les accès, à l'exception du mien, et a envoyé un email de notification à tous les utilisateurs enregistrés, mon père, ma mère, Romain et moi. Le message était laconique, erreur système. Accès définitivement verrouillé. Pour toute question, veuillez vous référer au dossier Alouette. Le dossier Alouette. Mon assurance vie. Mon arme de dissuasion. Ce n'était pas un dossier rempli de grands secrets d'État, mais une compilation méticuleuse de toutes les petites entorses à la loi, de toutes les optimisations fiscales, un peu trop créatives, de tous les arrangements douteux que mon père avait orchestrés au fil des ans. Des choses faites en mon nom à mon insu, des transactions que j'avais découvertes bien plus tard et dont j'avais conservé les preuves. L'alouette est un oiseau qui chante joliment, mais qui peut aussi s'élever très haut pour voir tout le paysage. C'était mon symbole. Moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. C'était Gérard. Sa voix n'était plus enragée. Elle était blanche. Dénuée de toute émotion, ce qui était encore plus effrayant. Solange, qu'est-ce que c'est que ce dossier? Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Je n'ai rien fait, ai-je répondu. C'est Romain qui a joué avec des choses qu'il ne comprend pas. Vous avez déclenché l'alarme vous-même. Tu dois effacer ça. Immédiatement. Je ne peux pas. C'est un système de sécurité. Et puis, pourquoi l'effacer? Il ne contient que la vérité, n'est-ce pas? Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau grincer. Il évaluait la situation, cherchait une issue. Ce que tu ne comprends pas, père, ai-je ajouté, laissant tomber une bombe de glace, c'est que le dossier Alouette est lié à un protocole de sécurité. C'est ce qu'on appelle un interrupteur de l'homme mort. Si une nouvelle tentative non autorisée est détectée, ou si mon accès administrateur est modifié de quelque manière que ce soit, une copie cryptée de l'intégralité du dossier est automatiquement envoyée par un service tiers à deux destinataires, mon avocate, et le bureau du procureur fiscal. Un silence de mort. Je l'avais piégé. Non pas avec des mensonges, mais avec ses propres vérités. Solange? Sa voix était à peine un murmure. Ne fais pas ça. S'il te plaît. On peut discuter. Discuter. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Il ne voulait pas discuter. Il voulait négocier sa reddition. La peur dans la voix de mon père était plus douce que n'importe quelle vengeance. Il venait de comprendre qu'il n'était pas en train de jouer aux échecs avec sa fille. Il était piégé dans une partie que j'avais mise en place il y a 10 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le dossier Alouette avait changé la dynamique. La guerre ouverte était terminée, remplacée par une trêve fragile et tendue, un cessez-le-feu imposé par la peur. Il n'osait plus m'attaquer de front. Mais le silence qui s'est installé était lourd de manœuvres en coulisses. Je les imaginais, passant des heures au téléphone avec leurs avocats, cherchant une faille, une issue. C'est au milieu de cette guerre froide qu'un allié inattendu a émergé. Mercredi après-midi, j'ai reçu un appel de Maître Dubois, l'avocat historique de la famille, celui qui gérait les affaires de ma mère. Sa voix était posée, presque solennelle. Madame, a-t-il commencé, utilisant un ton formel qu'il n'avait jamais employé avec moi. Je ne vous appelle pas au nom de vos parents. Je vous appelle à titre personnel. Accepteriez-vous de me rencontrer? Intrigué, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin de nos bureaux respectifs.
Maître Dubois était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au regard fatigué. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. J'ai été l'avocat de votre famille pendant plus de 30 ans, a-t-il dit en remuant son café. J'ai vu votre père construire son entreprise. J'ai vu votre mère lancer sa fondation. Et je vous ai vu, vous, grandir dans l'ombre, toujours discrète, toujours efficace. J'ai commis une erreur, Solange. J'ai cru que j'aidais une famille. En réalité, j'aidais un système. Et ce système était profondément injuste envers vous. J'étais stupéfaite. Je ne m'attendais pas à une telle confession. Votre famille est en pleine implosion, a-t-il continué. Gérard essaie de vendre des biens pour trouver des liquidités. Martine est en panique, son conseil d'administration lui demande des comptes qu'elle ne peut pas fournir. Et Romain, eh bien, Romain est Romain. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il a sorti de sa mallette une petite boîte en bois sculpté, usée par le temps. Mon cœur a raté un battement. Je reconnaissais cette boîte. Elle appartenait à mon grand-père maternel, Henri. Un homme merveilleux, un artisan qui m'avait appris la patience et la valeur du travail bien fait. Il était décédé il y a 5 ans. Votre grand-père me l'a confié peu de temps avant sa mort, a expliqué Maître Dubois. Il m'a fait promettre de la remettre au premier des siens qui aura le courage de choisir sa propre voie. Je pense, sans l'ombre d'un doute, qu'il parlait de vous. Mes mains tremblaient en prenant la boîte. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor, pas d'argent. Juste une vieille clé en fer forgé et une lettre, scellée à la cire. L'enveloppe portait simplement mon nom, pour ma Solange. Je n'ai pas attendu de rentrer chez moi. Je l'ai ouverte là, dans le café. L'écriture de mon grand-père, élégante et penchée, a rempli la page. Ma chère petite Solange, si tu lis ces mots, cela signifie que le jour que je redoutais est arrivé. Le jour où tu as dû faire un choix impossible. Je t'ai toujours observé. J'ai vu ta force, ta générosité, mais j'ai aussi vu comment elles étaient exploitées. Ton père est un homme aveuglé par son orgueil, ta mère une femme paralysée par sa peur. Ils t'aiment, à leur manière confuse, mais leur amour est devenu une cage. Ne les laisse pas te convaincre que les barreaux de cette cage sont pour ta protection. Ils sont pour la leur. Cette clé n'ouvre pas un coffre-fort rempli d'or. Elle ouvre une porte vers ton indépendance, un endroit que j'ai protégé pour toi. Mais souviens-toi, ma chérie, le véritable héritage que je te laisse n'est pas derrière cette porte. C'est le courage que tu as eu pour t'en approcher. Ne les laisse jamais te le reprendre. Ne regarde pas en arrière. Ton grand-père qui t'aime, Henri. Les larmes me sont montées aux yeux pour la première fois cette semaine. Pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. De validation. Quelqu'un, un jour, m'avait vraiment vu. Avait compris ma lutte silencieuse. Cette lettre était une boussole. Elle ne me disait pas où aller, mais elle confirmait que je marchais enfin dans la bonne direction. Et la clé, oh, cette clé allait leur rappeler une promesse qu'ils avaient oubliée depuis longtemps. La clé que mon grand-père m'avait laissée était lourde, ancienne. Elle ne ressemblait à aucune clé moderne. Maître Dubois, voyant mon interrogation, a simplement ajouté, la banque privée du Mont-Blanc. Coffre 113. C'est tout ce que je sais. Le lendemain, j'ai pris le premier train pour Chamonix. Le voyage à travers les Alpes était spectaculaire, mais je ne voyais pas les montagnes. Mon esprit était concentré sur cette clé et le mystère qu'elle représentait. Qu'est-ce que mon grand-père, un homme simple, aurait pu laisser dans un coffre de banque privée? La banque était un bâtiment discret en pierre et en bois, au cœur de la ville. L'atmosphère était feutrée, silencieuse. J'ai présenté la clé et ma pièce d'identité. Le directeur lui-même m'a accompagné jusqu'à la salle des coffres. Le coffre 113 était plus grand que je ne l'imaginais. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, une épaisse liasse de documents, reliée par un ruban bleu. C'était l'acte de propriété original du chalet familial. Notre chalet. Un magnifique bâtiment en bois face à l'aiguille du Midi, où nous avions passé tous nos hivers d'enfance. Je pensais qu'il appartenait à mes parents, qu'il faisait partie du patrimoine familial commun. J'ai lu les documents, mon cœur battant la chamade. Mon grand-père, dans sa grande sagesse,
avait structuré sa succession d'une manière très particulière. Le chalet ne revenait pas automatiquement à ses enfants. Il avait inclus une clause que mon père avait dû juger sans importance et avait oubliée. La pleine propriété du chalet serait transférée au premier de ses descendants directs qui, avant ses 50 ans, pourrait prouver son indépendance financière totale et démontrer avoir contribué de manière significative à la prospérité de la famille, sans en être le principal bénéficiaire. C'était moi. La clause me décrivait parfaitement. Avec ces documents, mon avocate, Valérie, a fait des merveilles. En moins de 24 heures, le transfert de propriété était officiellement enregistré. Le chalet de Chamonix était légalement et entièrement à moi. Ma première décision fut de contacter une entreprise de sécurité locale pour changer toutes les serrures et installer un nouveau système d'alarme. J'ai reçu les nouveaux codes sur mon téléphone. Quelques jours plus tard, un samedi matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, mon téléphone a vibré. C'était une notification de l'application de sécurité. Tentative d'accès non autorisée au chalet Les Aiguilles. Code utilisé, 2406. Accès refusé. 2406, le 24 juin. L'anniversaire de mon père. Je les ai imaginés. Faisant les 5 heures de route depuis Lyon, probablement pour un week-end de crise, loin de tout. Arrivant devant le grand portail en bois, mon père tapant le code avec son assurance habituelle. L'échec. La confusion. La deuxième tentative. Le refus final. Je les voyais, là, debout dans le froid des Alpes, regardant la maison qui avait toujours été leur refuge, leur symbole de statut social, et réalisant qu'elle ne leur appartenait plus. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. C'était un sentiment étrange, une sorte de justice poétique et triste. Ils avaient essayé de me mettre à la porte de leur vie. L'univers, avec l'aide de mon grand-père, venait de leur claquer la porte de leur passé au nez. Mais leur désespoir allait les pousser à tenter un dernier coup bas, le plus vil de tous. Constatant que l'intimidation, la manipulation et la confrontation directe ne fonctionnaient pas, ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé de ne plus m'attaquer moi, mais de s'en prendre à tout ce qui m'entourait. C'était l'acte de lâcheté ultime, la preuve finale qu'ils ne reculeraient devant rien pour essayer de me faire plier. La première attaque fut insidieuse, dirigée contre le cœur de ma vie personnelle, mon mariage. Un soir, mon mari Philippe est rentré du travail avec un air soucieux. Il s'est assis en face de moi et m'a pris les mains. « Ta mère m'a appelé au bureau aujourd'hui » a-t-il dit doucement. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle a pleuré. Elle m'a raconté sa version de l'histoire. Une version où tu es la méchante, bien sûr. Une femme froide, calculatrice, que le succès a rendue folle. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, pour les enfants. Elle a insinué que tu étais instable, que je devrais faire attention. Je sentais la colère monter en moi, une colère rouge et chaude. Oser s'attaquer à mon mari, à mon couple. Tenter de semer le doute dans l'esprit de l'homme qui était mon unique soutien. Philippe a serré mes mains plus fort. Je l'ai laissé parler, a-t-il continué. Et quand elle a eu fini, je lui ai dit, Martine, la femme que vous me décrivez, je ne la connais pas. La femme que j'aime, elle, a supporté votre famille avec une grâce et une patience que je n'aurais jamais eue. Alors ne m'appelez plus jamais pour me dire du mal de ma femme. Puis j'ai raccroché. J'ai fondu en larmes, des larmes de gratitude et de soulagement. Sa loyauté était mon bouclier. Mais mon père, lui, a visé plus haut. Il a visé ma vie professionnelle. Il a pris rendez-vous avec Monsieur Durand, le PDG de notre plus gros client, un contrat qui représentait près de 40% de mon chiffre d'affaires. Monsieur Durand était aussi une vieille connaissance de mon père, ils avaient fait partie du même club de golf pendant des années. Mon père ne lui a pas parlé de nos problèmes financiers. Non, c'était bien plus pervers. Il lui a parlé de ma santé. Il a inventé une histoire de burn-out, de dépression nerveuse. Il a laissé entendre que je n'étais plus fiable, que ma société risquait de péricliter à cause de mon état mental fragile. Il essayait de saboter ma réputation, de détruire en quelques phrases ce que j'avais mis 20 ans à construire. J'ai appris tout cela quelques jours plus tard, lorsque la secrétaire de Monsieur Durand m'a appelé pour fixer un rendez-vous urgent. J'y suis allée la peur au ventre,
persuadé que j'allais perdre ce client crucial. Monsieur Durand m'a accueilli dans son immense bureau. C'était un homme imposant, au regard perçant. Solange, a-t-il commencé, sans préambule. J'ai eu la visite de votre père la semaine dernière. Mon sang s'est glacé. Il m'a raconté des histoires très inquiétantes sur votre santé. Il semblait très préoccupé. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais il a levé la main. Laissez-moi finir. Je connais votre père depuis 20 ans, Solange. C'est un homme qui parle beaucoup, surtout de lui-même. Mais je vous connais aussi, vous. Je vous vois travailler. Je vois la qualité de ce que votre entreprise nous livre, année après année. Je vois la loyauté de vos équipes. Alors, entre les paroles d'un homme aigri et les actions d'une professionnelle remarquable, mon choix est vite fait. Il s'est levé et m'a tendu la main. Je voulais juste que vous le sachiez. Et pour vous montrer notre confiance, nous allons renouveler notre contrat pour 5 ans, au lieu de 3. Je suis sortie de ce bureau les jambes flageolantes, un mélange de soulagement immense et de fureur froide. Ils avaient essayé de détruire mon présent et mon avenir, tout comme ils avaient vampirisé mon passé. C'était leur dernière erreur. Ils venaient de me donner la permission de ne plus jamais avoir la moindre pitié. Après l'échec de leurs attaques directes et de leurs tentatives de sabotage, une nouvelle phase a commencé. La plus étrange de toutes. La phase des « offrandes de paix ». Ayant épuisé la colère et la manipulation, ils ont sorti leur dernière carte, une sentimentalité feinte, une nostalgie calculée. C'était comme regarder de mauvais acteurs jouer une pièce sur la réconciliation familiale. Tout a commencé par un long email de Romain. Fini les insultes et la panique. Le ton était désormais mielleux, presque poétique. Il parlait de notre enfance, des vacances à la montagne, des parties de cache-cache dans le grand jardin. Il évoquait des souvenirs que j'avais moi-même oubliés, ou peut-être qu'il les inventait. Tu te souviens, grande sœur, quand tu me lisais des histoires le soir ? Tu me manques tellement. Je sais que nous avons tous dit et fait des choses que nous regrettons. La famille, c'est plus important que tout ça, non ? Pas un mot d'excuse pour son mensonge. Pas une reconnaissance de sa responsabilité. Juste une tentative grossière de noyer la réalité sous un flot de guimauve. J'ai lu l'email, j'ai ressenti un bref pincement au cœur pour l'enfant qu'il avait été, puis j'ai appuyé sur « supprimer ». La nostalgie est un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Ensuite, ce fut le tour de ma mère. Elle a commencé une campagne de bombardement de cadeaux pour mes enfants. Chaque jour, un nouveau colis arrivait. Des jouets chers, des vêtements de marque, des livres luxueux. À l'intérieur de chaque paquet, une petite carte avec son écriture ronde, pour mes petits trésors. Mamie pense très fort à vous. C'était habile. Elle n'essayait pas de m'atteindre directement, mais à travers mes enfants. Elle espérait que leur joie, leurs questions, pourquoi on ne voit jamais Mamie Martine, finirait par éroder mes défenses. Mais il y avait un détail pathétique qui trahissait toute sa stratégie. Un jour, elle a envoyé une magnifique poupée de collection pour ma fille de 12 ans, qui ne jouait plus à la poupée depuis des années. Elle ne connaissait même pas ses propres petits-enfants. Elle n'envoyait pas des cadeaux, elle envoyait des symboles de sa richesse perdue, des tentatives d'acheter une affection qu'elle n'avait jamais vraiment cultivée. Après une semaine de ce manège, j'ai rassemblé tous les cadeaux, je les ai remis dans leur carton d'origine et j'ai payé un transporteur pour qu'il les retourne à l'expéditeur. J'ai inclus une seule note, imprimée, sans signature. Mes enfants n'ont pas besoin de cadeaux. Ils ont besoin d'honnêteté et de respect. Merci de ne plus rien envoyer. Même mon père a essayé, à sa manière maladroite. Un matin, j'ai trouvé sur mon pare-brise une enveloppe. À l'intérieur, une vieille photo de lui et moi, quand j'avais peut-être 5 ans. J'étais sur ses épaules, riant aux éclats. Au dos, il avait écrit « On était heureux, non ?» J'ai regardé la photo. Oui, cette petite fille était heureuse. Mais cette petite fille avait grandi. Elle avait appris que le bonheur ne se mesurait pas à un instant figé dans le temps, mais à la confiance et à la sécurité qu'on ressent au quotidien. Et cette confiance, il l'avait brisée en 1000 morceaux. J'ai rangé la photo dans ma boîte à gants. Un souvenir d'un pays lointain où je ne retournerai jamais. Chaque cadeau, chaque mot mielleux n'était qu'une tentative de plus pour crocheter la serrure de la porte que j'avais fermée à double tour.
Mais il ne comprenait pas, j'avais changé les serrures. Et la nouvelle clé, c'était mon amour-propre. La fin est arrivée comme elle devait arriver. Pas dans un éclat de cris et de larmes, pas dans un tribunal, mais dans le silence d'un dimanche après-midi. Le ciel était gris, menaçant de pluie. J'étais dans mon salon, aidant ma fille avec ses devoirs, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Philippe est allé ouvrir. Je l'ai entendu dire simplement, « Elle est là. » Attendez une seconde. Il est revenu dans le salon, le visage neutre. « C'est ton père. » Mon cœur a fait un bond. Je me suis levée, les jambes un peu tremblantes. J'ai dit à ma fille de rester là et je suis allée dans l'entrée. Il était là, sur le paillasson, semblant plus petit, plus vieux que dans mes souvenirs. Il ne portait pas son costume habituel, juste un simple pull et un pantalon en toile. Il tenait dans ses bras une grande boîte en carton, comme on transporte un fardeau. Il avait l'air d'un homme qui avait perdu son chemin. « Bonjour, Solange », a-t-il dit, sa voix basse, presque rauque. « Bonjour, père. » Il y a eu un long silence. L'air entre nous était épais, chargé de 30 ans de non-dits, de déception et d'attentes brisées. Il n'a pas essayé de me regarder dans les yeux. Son regard était fixé sur la boîte qu'il tenait. « Ta mère, elle voulait que tu aies ça. » Il a fait un pas en avant et m'a tendu la boîte. J'ai hésité, puis je l'ai prise. Elle était lourde. « Ce sont les albums photos, » a-t-il expliqué. « Tous. Depuis ta naissance. Elle a pensé que tu devrais les avoir. » Je n'ai rien dit. J'ai juste tenu la boîte. J'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais. Des excuses? Une explication? Rien de tout cela n'est venu. Il a enfin levé les yeux vers moi. Pour la première fois, je n'y ai vu ni colère, ni orgueil. Juste une immense lassitude. Une tristesse infinie. On a fait une erreur, Solange. Sa voix s'est brisée sur mon nom. C'était à peine un murmure, mais je l'ai entendu aussi clairement qu'un coup de tonnerre. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'obtiendrais jamais de cet homme. C'était tout ce qu'il pouvait donner. J'ai hoché la tête, une seule fois, lentement. Un accusé de réception. Pas un pardon. Il a semblé comprendre. Il a reculé d'un pas, retournant dans le crépuscule gris. Je ne m'attends à rien, a-t-il dit en se retournant. Je voulais juste que tu le saches. Puis il est parti, descendant les marches, sa silhouette se fondant dans la lumière déclinante. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte, serrant cette boîte remplie de fantômes contre ma poitrine. En fermant la porte, ce n'était pas seulement la porte de ma maison que je fermais. C'était la porte sur une vie entière de douleur, d'obligation et de chagrin. De l'autre côté de cette porte, il n'y avait plus de guerre. Il y avait enfin la paix. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert la boîte. Les albums étaient là, classés par année. J'en ai ouvert un au hasard. Une photo de moi, à 5 ans, riant aux éclats sur les épaules de mon père. J'ai regardé la petite fille sur la photo, puis j'ai regardé la femme que j'étais devenue dans le reflet de la fenêtre. La petite fille avait eu besoin de son approbation pour vivre. La femme, elle, n'avait eu besoin que de son propre courage. J'ai ouvert un autre album. Une photo de moi, adolescente, regardant mon petit frère avec un mélange d'affection et d'exaspération. Et puis une autre. Moi, jeune adulte, signant les papiers de ma première entreprise, mes parents à côté de moi, l'air fier. Fier non pas de moi, ai-je réalisé, mais de ce que je pouvais leur apporter. J'ai refermé l'album. Ces photos n'étaient pas mon histoire. Elles étaient leur version de mon histoire. Mon histoire à moi commençait maintenant. J'ai pris une seule photo dans la boîte. Celle où je riais, enfant, sur les épaules de mon grand-père Henri. Je l'ai posée sur la cheminée. Le seul souvenir que je voulais garder. Le reste, je l'ai rangé au grenier. Non pas détruit, mais archivé. Une partie de mon histoire, mais plus une partie de ma vie. Les semaines qui ont suivi ont été d'un calme étrange, presque irréel. Le téléphone ne sonnait plus pour des urgences imaginaires. Ma boîte mail n'était plus inondée de demandes passives-agressives.
L'espace mental qui était auparavant occupé par l'anticipation constante du prochain drame familial était maintenant vide. Et dans ce vide, quelque chose de nouveau a commencé à pousser, la sérénité. J'ai appris par des chemins détournés, par une cousine éloignée, ce qu'il était advenu d'eux. L'entreprise de mon père, privée de son soutien financier vital, n'a pas survécu. Il a dû la vendre pour une bouchée de pain, juste de quoi rembourser les dernières dettes. Il vit maintenant une retraite forcée, silencieuse et amère. La fondation de ma mère a été reprise par un conseil d'administration plus compétent, et elle n'y est plus qu'une bénévole parmi d'autres, privée de son statut et de son prestige. Et Romain a dû abandonner son MBA. Il a trouvé un petit travail de commercial à Paris. Pour la première fois de sa vie, il doit vivre avec ce qu'il gagne. Peut-être que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Je ne ressens ni joie ni pitié en apprenant cela. Juste une distance neutre, comme si on me parlait de la vie de vagues connaissances. Ma vie, elle, a changé de couleur. J'ai redécouvert le plaisir simple d'un week-end sans angoisse, d'un dîner en famille, ma vraie famille, Philippe et les enfants sans interruption. J'ai investi l'argent que je ne dépensais plus pour eux dans des projets qui avaient du sens pour moi, une bourse pour de jeunes femmes entrepreneurs, un don à une association qui aide les enfants malades. Je transformais l'énergie négative du passé en force positive pour l'avenir. Mon mari m'a dit un jour, tu souris différemment. Avant, tu souriais avec tes lèvres. Maintenant, tu souris avec tes yeux. Et c'était vrai. Le poids que j'avais porté sur mes épaules pendant si longtemps avait disparu, et je me tenais plus droite. Ils m'ont dit que je ne faisais plus partie d'eux, et j'ai fini par les croire. J'ai accepté leur verdict et j'en ai fait ma libération. J'ai construit ma propre tribu, mon propre cercle, mon propre bonheur, basé sur le respect mutuel et l'amour inconditionnel, pas sur les liens du sang et l'obligation. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner à soi-même est d'avoir le courage de partir. Partir d'une situation, d'une relation, même d'une famille, quand elle vous détruit à petit feu. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de préservation. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez déjà été confronté à un choix déchirant entre votre loyauté envers les autres et votre propre santé mentale, j'aimerais beaucoup lire votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire, non pas comme une plainte, mais comme un témoignage de votre force. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la complexité des relations humaines. Et rappelez-vous toujours de ceci, vous méritez d'être les racines de votre propre arbre, de puiser votre propre force, de grandir vers votre propre lumière. Ne laissez personne vous réduire à n'être qu'une branche sur l'arbre de quelqu'un d'autre, une branche qu'ils peuvent scier quand bon leur semble. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous.